Bonsoir à tous. Avant de commencer cette conférence, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le président, le bureau national et l'ensemble des militants de notre parti parce que au décès de ma mère, le président était venu avec une forte délégation à la maison et à Zérekoré aussi, le représentant qui est à Zérekoré avait mobilisé une très forte mobilisation pour honorer leur présence aux obsèques de ma mère à laquelle j'étais très attaché. Donc je ne peux pas commencer ces propos sans vous remercier très infiniment pour cela. Et en venant ici, ma famille a apporté un coup à notre président que je vais demander à Reda de le remettre à notre président. C'est le cadeau que ma famille m'a chargé de remettre à notre président. Merci Aïda. Merci Martin. Et merci à la famille Loa. Merci beaucoup. Et donc, le thème d'aujourd'hui va porter sur les enjeux économiques de notre pays. Vous apprenez dans la presse que notre économie fonctionne bien. Mais comme nous sommes des néophytes, on ne comprend pas comment notre économie fonctionne. C'est la raison pour laquelle le président Baouri, en tant qu'économiste, a jugé nécessaire d'animer cette conférence pour que nous comprenions les enjeux de notre économie. Et cette conférence ne va pas s'arrêter à celle d'aujourd'hui. Pour bien animer notre siège, on fera venir des sommités, des spécialistes qui ont de l'expérience sur des questions économiques et juridiques pour que vraiment nous formions. Parce que quand vous voulez gérer un pays, il faut que vous ayez la formation nécessaire qu'il faut. C'est pourquoi aujourd'hui le président Baouri va nous entretenir par rapport aux enjeux économiques dans le pays, suivi des questions-réponses. Avec votre permission, nous allons donner la parole à notre président pour animer cette conférence. Merci pour votre attention. Merci Martin. Donc depuis très longtemps, on dit qu'il faut faire la politique autrement. À force de dire qu'il faut faire la politique autrement, et lorsqu'on ne met pas en pratique des exemples et une autre façon de faire, ça devient un slogan creux qui n'a pas de pertinence. Et donc, faire la politique autrement, c'est de permettre aux membres du parti, au cadre du parti, d'être suffisamment informés sur les réalités aussi bien économiques, sociales et politiques de leur pays. Parce que vous savez, on dit très souvent, l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Conquérir le pouvoir peut être facile, mais gérer le pouvoir peut être une tâche beaucoup plus compliquée. Et comme disent les Chinois, il faut marcher sur ses deux jambes. La conquête et la préparation également des hommes et des femmes en mesure demain, si la conquête est victorieuse, de pouvoir gérer et de pouvoir transformer la réalité conformément aux projets de société, aux aspirations et aux vœux du plus grand nombre. Comme vous l'avez constaté depuis pratiquement 60 ans, la Guinée a toujours raté ses rendez-vous. Les rendez-vous historiques, ça se prépare, ce n'est pas du hasard. Et comme on veut qu'il y ait le changement dans ce pays, ce n'est pas lorsqu'on aura le pouvoir qu'on va se dire maintenant cherchons les hommes et les femmes pour nous aider à comprendre la réalité et à changer. C'est maintenant,
en même temps que nous sommes en train de conquérir le pouvoir, en même temps que nous devons nous préparer mentalement, psychologiquement et en tout point de vue pour demain être en mesure de gérer ce pouvoir. Sinon, c'est trop tard. Vous avez un exemple frappant que vous connaissez et que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lorsqu'on dit aussi une opposition constructive, très souvent les gens ne font pas attention au terme opposition constructive, c'est-à-dire dans l'esprit où nous l'utilisons, en même temps tu regardes ce que font ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et en même temps, tu te dis à leur place, est-ce que tu as une solution alternative pour pallier aux problèmes auxquels ils sont confrontés? Il ne suffit pas de dire ils n'ont qu'à faire, ils n'ont pris ceci et cela, ça devient trop simpliste. Donc, une opposition constructive, tu critiques, mais dans la recherche de solutions, c'est une manière de chercher et de préparer tes responsables, tes cadres, à se dire demain, à leur place, on fera ceci, on fera cela, on va agir de telle manière. Donc, si on ne se prépare pas à tout cela, on risque d'utiliser des termes, des slogans et en fin de compte qui n'auront aucune pertinence au point de vue concret. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème dans ce pays. La crise que nous vivons est l'une des plus graves dans mes souvenirs disons, de ce centenaire. C'est la crise que je considère la plus importante depuis 1985-86. Si 84-85 c'était le début d'une autre période, mais ce que nous sommes en train de vivre, au point de vue de l'historique de la Guinée, ça fait partie des périodes les plus sombres et les plus difficiles. Il faut comprendre pourquoi cette période est sombre et est difficile. Est-ce que c'est parce que ceux qui gouvernent, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire un certain nombre de choses, ou bien il y a des paramètres qu'il faut que nous saisissons pour nous permettre de savoir où se trouve réellement le problème. Et actuellement, il est important de savoir où se trouve le problème pour ne pas avoir des attitudes simplistes et de considérer cette situation comme une situation passagère. C'est ça que nous allons essayer tout à l'heure d'expliciter à travers quelques grandeurs pour nous permettre d'échanger. On ne va pas essayer d'être trop exhaustif puisque ce n'est ni une conférence ni un cours d'économie, c'est beaucoup plus des échanges et des débats autour des enjeux économiques. Et en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, c'est surtout connaître où sont les rigidités structurelles de l'économie guinéenne. Parce qu'on sait que le pouvoir actuel est en train de rencontrer des difficultés, comme d'autres pouvoirs l'avaient rencontré par le passé. Demain, si c'est la même chose également, cela veut dire que l'élite guinéenne, l'élite politique, n'a pas fait son travail. Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi à chaque fois des crises? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Bien. Comme on n'a pas pu utiliser le rétroprojecteur, je vais vous montrer quelques graphiques pour indiquer que rien n'est du hasard. Il faut faire circuler les graphiques. Le premier graphique en bleu, c'est l'évolution du produit intérieur brut de la Guinée pratiquement durant les 30 dernières années, ce qui est en bleu tout à fait en bas. Donc l'évolution du produit intérieur brut, et qui dit l'évolution du produit intérieur brut, c'est la production de la richesse nationale dans ce pays. Donc c'est à partir de cet agrégat que tout le reste découle. Vous avez une production forte, c'est-à-dire une croissance forte, ça vous permet de répartir cette croissance par la suite en fonction
de certains critères qui sont spécifiques à chaque pays. En ce qui concerne la Guinée, il s'avère que de 2000 à 2019, voilà, c'est la ligne en bleu. C'est la ligne en bleu. Donc, vous voyez, c'est presque plat, c'est calme. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu, entre 2000 et 2019, une évolution notable de la croissance économique de la Guinée. Donc, c'est comme si, naturellement, les choses sont allées de manière lente, de manière pas vigoureuse. Donc, fondamentalement, on ne peut pas dire qu'il y a eu un saut qualitatif en ce qui concerne la création de richesse dans ce pays. Ça, c'est la Guinée en bleu. Le truc en chocolat, c'est le produit intérieur brut, tout ça est exprimé en dollars. Donc, il y a parité entre les mesures. C'est le produit intérieur brut du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. En bas, c'est la Guinée. C'est plat. Vous avez vu, de 2000 à 2019. En haut, c'est le Sénégal. La ligne intermédiaire, là, ce qui est en chocolat. Cela veut dire déjà la production de la richesse du Sénégal est manifestement supérieure, pratiquement, soit deux fois ou même plus à la richesse produite en Guinée. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Donc, le Sénégal, c'est, comment on appelle ça, la ligne en chocolat. Et d'autres lignes qui est au-dessus, regardez bien, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu qu'il y a une nette inflexion pour ceux qui voient, c'est la ligne de la Côte d'Ivoire, c'est au-dessus. Donc la production de la richesse de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2019 est nettement accentuée depuis 2011. Parce que depuis 2011, c'est à partir de là, on est en 2011 ici, c'est à partir de là et ça monte comme une montagne et l'Everest. Et cela veut dire que dans ce pays, il y a eu du travail, il y a eu de la richesse produite. En ce qui concerne le Sénégal aussi, il y a eu de la richesse, mais moins forte par rapport à un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais ces deux pays auxquels on se compare, c'est tout à fait logique. Nous sommes nettement, comment on dit, les médecins, il n'y a pas de médecin ici, lorsque le cœur est en train de ectoplasme, quelque chose comme ça, cela veut dire que c'est tout à fait plat. Donc cela veut dire que la production de richesse en Guinée est faible. Elle n'a pas montré des signes de vigueur durant les années antérieures. Et tu ne peux partager que ce qui est la richesse que tu produis. Si ce que tu as comme richesse est insuffisant, il va de soi que la pauvreté va être développée dans ce pays. Maintenant, il n'est pas dit que lorsque tu as une production de richesse forte, que nécessairement ce sera réparti équitablement. Ça, c'est un autre problème. Mais même en Guinée, lorsque vous avez vu entre 2012, 13, 14, il y a 16, 17 notamment, il y a une montée du taux de croissance. Mais la montée de ce taux de croissance, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de production de bauxite qui ont pris le chemin. Mais on verra tout à l'heure qu'en ce qui concerne les rigidités structurelles, les enclaves minières, c'est comme si c'était une zone en dehors du reste de l'économie nationale. L'impact est faible par rapport à la répartition de la richesse au niveau de la population. Bien. Open pronunciation. Là, les taux, sauf pour la Côte d'Ivoire qui avoisine les 10%, les taux c'est 3, 4, 5%. Et si vous voulez infléchir la pauvreté dans votre pays, il faut que le taux de croissance du PIB soit supérieur à quel taux, Mandio? Le taux démographique. Grosso modo, le taux démographique de la Guinée est aux alentours de 2,8 voire 3, si les statistiques sont bonnes.
Donc si vous faites en dessous de 2,3, cela veut dire que votre pays s'appauvrit. Si vous faites un peu plus que le taux de croissance démographique, là, il y a une petite parcelle de la richesse produite qui peut être considérée comme étant une richesse qui reste. Mais à la longue, pour inverser la courbe de la pauvreté, il faut que vous fassiez 3 fois le taux de croissance démographique par an, pas simplement de manière ponctuelle, mais pendant une longue durée. Par exemple, si le taux de croissance démographique est de 3%, pour infléchir la courbe de la pauvreté, donc pour que les Guinéens qui vont naître, qui vont grandir s'enrichissent, il faudrait que pendant pratiquement une longue période, c'est-à-dire sur plusieurs années, que le taux de croissance économique soit aux alentours de 9%, 10%. Et là, ça veut dire qu'on doit avoir de l'effort. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir. Et pour qu'il y ait production, monsieur Daoud, comme vous le savez, puisque vous êtes banquier, on vous dit qu'il faut du travail et du capital. Si vous n'avez pas le capital, vous aurez du mal à avoir une production forte. Par exemple, lorsque vous regardez le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays qui, sur le plan agricole, est très développé, qui a beaucoup de diversification de son économie. Il y a du pétrole, il y a beaucoup de choses qui existent en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le Sénégal, en dehors du tourisme et quelques produits agricoles, jusqu'à présent, les ressources du Sénégal, et la pêche également et les phosphates, les ressources du Sénégal étaient relativement faibles. Donc, ils ne peuvent pas faire accroître leur taux de croissance économique comme bon leur semble. La nature leur impose des limites. Mais en ce qui concerne la Guinée, on n'a pas le droit de ne pas faire plus que la Côte d'Ivoire dans la durée. Parce que ce que la Côte d'Ivoire a, la Guinée l'a. Et la Guinée a plus que ce que naturellement la Côte d'Ivoire a. Donc le problème de la Guinée, ce n'est ni le capital, ce n'est pas le capital en termes de ressources naturelles. Et maintenant on peut dire les finances, le capital technique, etc. Mais là, comme d'autres pays ont pu l'avoir, nous pouvons l'avoir. En ce qui concerne le travail, ce sont les hommes et les femmes. Leur qualification, leur capacité de créer des richesses, leur capacité d'innovation, leur intégration du progrès, etc. Donc la combinaison des deux, c'est ça qui amène la production. Mais là, en ce qui nous concerne, nous avons des problèmes. Un des gros problèmes, les infrastructures. Si vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas accéder au lieu où se trouvent les richesses. Donc, en ce qui concerne un programme d'un parti politique, quand on vous dit qu'il faut exploiter le capital qui existe, il faut d'abord vous poser les questions. Est-ce qu'on s'est donné les moyens d'aller là où se trouvent les richesses? Est-ce que les infrastructures existent? Et ces infrastructures sont pratiquement les routes, les chemins de fer, l'énergie, l'eau et quoi d'autre? Et les télécommunications aujourd'hui, parce que ça fait partie d'un élément extrêmement important. Donc, ça c'est extrêmement important. En ce qui concerne l'énergie, le potentiel est là. En ce qui concerne l'eau, tout est là. Quoi d'autre? Les routes, on n'en a pas. Le chemin de fer, ce qui existait, a été vampirisé. Donc, c'est un autre problème. En ce qui concerne le travail, est-ce que nous avons des hommes et des femmes suffisamment qualifiés? Là, j'ai lu le rapport de la Banque mondiale, ils disent insuffisance de la qualification des ressources humaines en Guinée. Donc, ça fait partie des problèmes de l'unité structurelle. Madame Ba.
C'est-à-dire l'école, la formation n'est pas suffisamment proactive pour former suffisamment les jeunes, pour former les gens pour qu'ils puissent être employables correctement. Ça, c'est un. En ce qui concerne l'adaptation aussi, on peut étudier, mais est-ce que ce qu'on a étudié peut nous permettre de travailler? Donc, lorsque vous faites votre programme économique ou votre programme social, tout est conditionné aux mesures que vous devez prendre pour que les facteurs du travail et du capital puissent être utilisés de manière optimale. D'où la nécessité, quand on vous dit qu'il faut investir dans la formation, investir dans l'enseignement, ce n'est pas seulement pour le plaisir d'investir dedans, c'est parce que c'est une condition nécessaire pour un développement économique dans un pays. Si on dit qu'il faut investir au niveau de la santé, ce n'est pas simplement par altruisme, c'est parce que celui qui est malade ne peut pas travailler. Et celui qui est malade, s'il y a beaucoup d'épidémies, comme on l'a constaté avec le Covid, c'est l'économie qui est morte. D'où la nécessité d'investir dans le secteur de la santé. Maintenant, si les gens ne sont pas bien logés, il va de soi que ça n'encouragera pas certaines compétences d'aller là où il faut. Tout ça rentre dans le cadre du travail. Une meilleure urbanisation, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'aspects sur le plan économique qui sont conditionnés par ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais pour venir au but de ce que personnellement j'aimerais indiquer tout à l'heure, il y a un autre tableau que je vais vous présenter. Avant de vous présenter ce tableau pour mémoire, ça c'est le tableau de 1987 à 2018 l'évolution du taux de croissance dans ce pays, en Guinée. Ça fait des courbes qui ne dépassent pas exceptionnellement. En 1988, on a 6 et quelques pourcents. Après que c'est descendu, vous avez la barre. C'est descendu, c'est en 2007-2008 que c'est monté à plus de 6, et ça je reviendrai tout à l'heure. Et à partir de 2016, puisque 2015 il y avait la crise Ebola, pratiquement c'était presque à terre et la remontée a été importante à partir de 2016-2017. Mais par exemple en 1988, que s'est-il passé? Les mesures économiques du général Lansana Conté avec le CMRN commençait à montrer que la destination Guinée était intéressante, et donc il y a eu beaucoup d'investissements durant l'année 88-89 parce que les gens commençaient à croire que la Guinée allait démarrer. Par la suite, c'est redescendu, et par exemple en 2007-2008, il y a eu un taux de croissance élevé. Pourquoi? Parce que avec les forces vives arrivées de M. Kouyaté, il y a eu un regain d'espoir qui a fait que les choses ont semblé bouger, mais très rapidement, ça a chuté pour être négatif en 2009, pour des raisons que vous connaissez. En 2016-2017, on parle de 20 millions de tonnes de cocktails par an, à 50 millions de tonnes, 60 millions de tonnes, 70 millions de tonnes, ce qui fait que le taux de croissance monte. Et le taux de croissance de nous n'aura aucune répercussion ou peu de répercussion en ce qui concerne la distribution des revenus au niveau de la population. Ça, c'est au niveau du taux de croissance de la Guinée. Mais un des aspects que je souhaitais vous montrer, c'est le vrai problème est à ce niveau-ci. Là, les recettes intérieures et les dépenses. Les recettes sont en bleu et en chocolat ou en brun, c'est les dépenses. Et si vous remarquez bien,
structurellement, les dépenses sont supérieures aux recettes. Les dépenses sont supérieures aux recettes de manière pratiquement systématique. Si à chaque fois tu t'endettes ou bien tu cherches un financement autre pour financer tes activités, ton fonctionnement, il va de soi, c'est comme un père de famille qui chaque fois il faut qu'il, pour terminer la fin du mois, il a de quoi vivre jusqu'au 20. Les 10 derniers jours, il faut qu'il s'endette pour faire vivre sa famille. Et lorsque vous vous endettez pour faire vivre votre famille pour tous les 10 jours, si vous ne faites pas attention, si vous ne créez pas des mesures pour permettant d'avoir des recettes supplémentaires qui vont se rajouter à ce que vous aviez, vous risquez à chaque fois de creuser votre déficit. Et la Guinée est dans ce problème. Les dépenses peuvent être importantes, mais il faut que vous dépensiez bien. N'est-ce pas, M. Sow? Si vous dépensez pour acheter des véhicules et vous ne laissez pas plus de ressources à vos enfants pour aller à l'école, pour se soigner, pour bien se loger, il va de soi que vous êtes en train de manger votre pain blanc. Et les dépenses que vous avez vues là, l'essentiel, ce sont des dépenses de fonctionnement courant de l'administration. Cela veut dire que ça ne crée pas de nouvelles richesses, ça entretient le fonctionnement courant à travers des salaires et autres. Donc ça n'apporte pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire de création de richesses nouvelles. Le peu qu'il y a, c'est ce qu'on est en train de dépenser. La dépense qui aurait pu permettre de créer de nouvelles richesses, c'est la dépense d'investissement. Et je vais vous dire, la Guinée, depuis très longtemps, les dépenses d'investissement public ne dépassent pas 13-14% du PIB. Les 13-14% du PIB, c'est très faible. Alors que les autres pays de la région, la moyenne, c'est 20% du PIB. Donc on est nettement en dessous de la norme. L'objectif du gouvernement, c'était pour 2020 que ce soit 15%. Mais même cela, ça n'a pas pu se faire, parce que si vous faites vos dépenses d'investissement, cela veut dire que vous avez fait des routes, que vous avez fait des barrages, que vous avez fait des choses qui vont créer de nouvelles activités susceptibles d'attirer de nouveaux capitaux pour une accumulation de la production, ce qui n'a pas été le cas. Donc, pour 2020, je suis sûr, je n'ai pas encore le chiffre, ils n'ont pas atteint les 15%. Par exemple, au Sénégal, les dépenses d'investissement public sont de l'ordre de 21% du PIB. Nous sommes en donc on ne fait rien. C'est comme si, parfois même, les dépenses d'investissement, surtout actuellement, ce sont des dépenses d'investissement qui sont prises pour financer des activités de fonctionnement courant. Donc cela veut dire que nous ne bougeons pas. Ça ne bouge pas. Les infrastructures ne sont pas entretenues parce que vous avez différents types d'investissements. Vous investissez pour entretenir ce que vous avez déjà fait. Vous investissez pour renouveler quelque chose qui est devenu obsolète. Vous investissez pour créer de nouvelles activités pour vous permettre de moderniser votre économie et aller de l'avant. Vous pratiquement rien n'est mis en place. De ce point de vue, c'est l'un des principaux facteurs qui fait que la Guinée, si ça continue comme ça, ne s'en sortira pas aussi facilement. Pour qu'on puisse inverser l'ordre des choses, il faut que le taux d'investissement public soit de l'ordre au minimum de 20% et même plus. Et pas simplement pour une année, mais pour une longue période, pour changer la structure économique, pour changer aussi l'environnement et permettre à ce que le pays puisse créer de nouvelles possibilités d'action. Bien. Donc,
Les recettes sont inférieures aux dépenses. Les dépenses vertueuses ne sont pas engagées. Donc, si ça continue comme ça, on ne s'en sortira pas. Et le pays sera de plus en plus pauvre et la population va de plus en plus souffrir. Je m'arrête là un instant pour voir s'il y a des éclaircissements pour ne pas assommer les dialogues. Et y a-t-il des éclaircissements? Il y a des questions aussi. Il y a des questions à poser. Oui, dans le cadre de ce qui vient d'être développé, sur la compréhension, parce que ce qui est important, il faut que nous comprenions demain pourquoi on va faire telle chose au lieu de telle autre chose. Pourquoi on va demander de l'effort aux gens au lieu de dire ah maintenant on peut acheter des nouveaux et tout le monde fera la fête. Comme ce qui s'était passé en 2011-2012. On avait dit, on a atteint l'initiative PPTE, l'annulation de 2 milliards de dollars de la dette. Donc maintenant, dans quelques mois, chacun pourra avoir des bobos pour aller. Bref, mais ça aussi, ça traduit une mentalité. Bien. Oui, PT. S'il y a des demandes d'éclaircissement, c'est le moment. Hein. Ça me permet également de souffler. Oui, Mamadou. Vous avez parlé de... Vous avez dit que les dépenses sont prises. Les gens, ils ont fini. Pour les recettes. Oui. Et il y a une question en économie, en microéconomie, là où on dit qu'on ne peut pas devoir à sa poste dans la contrainte budgétaire. On dit que les dépenses sont inférieures ou égales aux revenus. Dans notre cas, comme nous sommes en train de dépenser plus que ce que nous avons, comment est-ce que l'État est en train de prendre la chance de dépenser? C'est l'endettement, c'est à quel niveau, comment il s'endette? On verra ça tout à l'heure parce que vous verrez dans la suite de notre problématique, c'est que vous puissiez comprendre dans quel contexte nous sommes. Aujourd'hui, les dépenses sont nettement, même si les dépenses ne sont pas exorbitantes par rapport à la demande sociale, par rapport à beaucoup de choses, mais vous avez vu la capacité de production de la richesse nationale, elle est faible. Est-ce que vous voyez? Donc ça limite vos capacités de dépense également. Lorsque par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire peut avoir 1 milliard de dollars en termes de crédit facilement, ou le Ghana, très facilement, c'est parce qu'ils savent que le 1 milliard de dollars peut être utilisé effectivement dans le cadre d'activités, de projets qui ont leur place dans le cadre de l'économie de leur pays. Mais ici en Guinée, vous amenez 1 milliard de dollars, peut-être même pas 100 millions qui vont être utilisés d'ici la fin de l'année. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle de la faible capacité d'absorption de l'économie de ce pays. Parce que pour qu'il y ait une forte capacité d'absorption, c'est-à-dire que l'argent qui rentre soit utilisé effectivement pour créer de nouvelles activités, il faudrait que le pays soit structurellement en mesure de permettre l'utilisation de ces fonds. Est-ce que vous voyez? La Banque mondiale peut donner des crédits à la Guinée, mais à la fin de l'année, la Banque mondiale se retrouve en train de voir que pratiquement les 2 tiers des fonds ne sont pas utilisés. Il faut ramener ça parce qu'ils ne vont pas garder ça éternellement. Si ce qui est prévu n'est pas utilisé au moment où il faut le ramener à la caisse. Donc la Guinée ne gagne absolument rien du tout. Bref. Bien. Donc la conséquence dans la longue de cette situation, cela veut dire qu'on s'endette. Vos ressources ne vous permettent pas de vivre correctement, donc pour survivre, vous vous endettez. Et la Guinée, structurellement, est un pays où la culture d'endettement elle est forte. Premièrement, à quel niveau? Au niveau bancaire. C'est la raison pour laquelle les banques préfèrent donner leurs ressources à la Banque centrale à travers des bons de trésor ou des lignes de régulation monétaire
qui sont rémunérés, qui c'est garanti par la Banque centrale. De toutes les façons, si vous donnez des milliards, vous ne perdez rien, il n'y a pas de risque. Donc, les banques locales préfèrent ne pas prendre de risque de donner à un entrepreneur qui va être confronté à des aléas susceptibles de l'empêcher de pouvoir rembourser. Donc, on ne développe pas, comment on appelle ça, le secteur privé. On préfère, de ce point de vue, donner à la Banque centrale, ça n'apporte aucune autre possibilité, mais ça finance l'endettement de l'État et c'est rémunéré à quelques actuellement. Bon, en tout cas, de toutes les façons, les résultats bénéficiaires des banques que vous entendez, 40 milliards, 50 milliards, 60 milliards, pour l'essentiel, c'est les intérêts tirés des fonds à travers les bons du Trésor ou les titres de régulation monétaire. Parce que c'est tout à fait normal. Le banquier va dire pourquoi je vais prendre un risque alors que je peux faire en sorte que mon compte de résultat soit à la fin de l'année ultra bénéficiaire sans que je n'ai un risque à prendre. C'est tout à fait logique. Donc lorsque j'entends les gens dire que les banques sont méchantes, les banques ne prêtent pas, c'est la logique économique qui le fait. Il faut créer les conditions pour que le banquier puisse être attiré pour prêter au secteur privé, pour qu'il y ait de nouvelles activités qui naissent. Donc ce n'est pas le sentiment qui fonctionne, c'est l'intérêt, la rentabilité. Et donc si vous n'avez pas créé les conditions de rentabilité, le banquier va dire, moi je préfère ne pas prendre de risques. Là où je suis sûr qu'à la fin de l'année, j'aurai des dividendes à distribuer aux actionnaires, je n'aurai pas de problème, je vais utiliser ça. Et l'État est le principal agent économique qui favorise cela. Parce que, d'une part, ils utilisent cette technique pour se financer, d'autre part, ils utilisent la planche à billets. N'est-ce pas, M. Sow? Parce que l'utilisation de la planche à billets, c'est à ce niveau-là que très souvent, lorsqu'en Guinée, depuis l'indépendance, les gens sont très attachés au dogme de la monnaie nationale qui leur permet de faire n'importe quoi sans qu'il y ait une contrainte extérieure pour leur dire vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de détruire l'épargne nationale. Et devant les difficultés, la Banque centrale répond aux sollicitations du ministère de l'économie et des finances pour mettre à la disposition de la puissance publique l'argent nécessaire. Donc grosso modo, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Et l'année 2020, ils ont tellement utilisé cela, de l'ordre de 5 000 milliards de francs guinéens, sous prétexte que pour le Covid, ils recevront les fonds des institutions internationales. Donc, par anticipation, ils ont creusé le gros déficit de l'ordre de 5 milliards de dollars durant l'année 2020 seulement. Et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui. Les institutions internationales, si elles sont généreuses de par la spécificité de la Guinée, donneront peut-être 100 millions, 200 millions de dollars. Mais si vous calculez 200 millions et autres, ça ne comblera pas des milliards exprimés en dollars. Et c'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Comment combler ce déficit et pour permettre de continuer à faire évoluer les choses. Et donc, si les recettes sont insuffisantes, il faut chercher des recettes, n'est-ce pas? Et il faut minimiser les dépenses. Les budgets des ministères ne sont même pas alloués. Il y a des ministères sur les lignes budgétaires, c'est prévu, mais on ne donne rien, rien n'est décaissé. Tous ceux qui sont dans l'administration publique le savent.
Une école qui devrait être construite n'est pas construite. Les entrepreneurs qui devraient être payés ne sont pas payés, même si le travail est fait. Donc, de ce côté-là, ça, artificiellement, on dit qu'on contrôle les dépenses, mais on tue l'activité économique susceptible de générer de nouvelles richesses. C'est mécanique. Vous brimez les dépenses, vous recherchez des recettes. Et comment ils recherchent des recettes? Ça, vous le savez. L'essentiel des recettes en Guinée, pour l'essentiel, c'est quelques contribuables. Et ils sont à peu près de 1000 et quelques au grand maximum. Les gros contribuables, c'est-à-dire ceux qui sont dans le commerce et dans les services. Ceux qui sont dans le commerce, dans les services, l'essentiel, c'est tiré de la vente du carburant, la TVA liée au carburant. C'est la principale partie qui permet d'avoir les recettes, surtout en impôts indirects. Ce qui fait que naturellement, devant les difficultés, on se dit on va augmenter le prix du carburant. Oui ou non? On ne cherche pas à midi à 14 heures, on prend la solution la plus faible pour essayer d'accroître dans une certaine mesure les recettes. Mais là aussi, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser toujours les mêmes ficelles, arriver à un certain moment où la population est complètement étranglée. Si vous continuez à aller dans cette direction, vous allez vous retrouver avec une crise sociale qui risque d'avoir des conséquences dans tous les domaines beaucoup plus fâcheuses. Donc, grosso modo, c'est ça. Et l'endettement que nous avons à ce niveau-là fait que chaque année, les arriérés s'accumulent, les intérêts s'accumulent, et parfois vous avez plus de 2000 milliards de francs guinéens simplement sous forme d'intérêts. Imaginez que c'est comme si chaque jour vous vous endettez, mais vous augmentez la charge et vous vous appauvrissez. Donc vous êtes en train de tuer l'avenir. Grosso modo, voici une des principales difficultés que nous rencontrons dans notre pays aujourd'hui, qui explique toutes les mesures que vous êtes en train de voir. On augmente le prix du carburant, non, on fait des objectifs à la douane pour atteindre un seuil de collecte. Tout cela, c'est pour essayer de renflouer dans une certaine mesure les recettes, puisque c'est au niveau de ces secteurs qu'ils ont l'habitude de piocher. Alors, si on continue comme ça, et ça a été toujours comme ça, la Guinée ne s'en sortira pas. Donc là aussi, ce sont des éléments qui doivent nous inciter à se dire qu'il faut briser le cercle vicieux pour engager d'autres dynamiques. Et l'un des principaux cercles vicieux, on compte sur les mines. Les mines jouent un rôle marginal dans le cadre de l'économie de ce pays. Vous avez vu l'augmentation de la croissance en tonnage de la bauxite qui est exportée. Mais en termes de revenus, ça n'a pas affecté dans une certaine mesure les recettes publiques. Au contraire, c'est comme si ça n'a pas fait. Voilà. Donc, s'il y a, disons, des questions, c'est une occasion d'expliciter cela avant que je ne m'éloigne de ce sujet. Oui, ça va. Bon, moi je vous apparaîtrai en tant que l'ancien ministre de la République de Guinée. Vous le savez, en République de Guinée, il y a deux types de financement. C'est vous apparaît. Il y a le BND, le Budget national de développement, il y a le FINEX, le financement extérieur. Et depuis 2010, en 2010, le professeur Alpha Condé avait annoncé qu'il aimerait que la Guinée soit un pays émergent d'ici 2040. Donc là, nous avons travaillé
à un certain nombre de plans, c'est-à-dire le premier plan qu'on appelle le PNDS 1 de 2010 à 2015, le deuxième plan 2016 à 2020, et nous sommes à la troisième génération de notre plan. Et vous le savez, je ne vous apprends rien que le premier plan de rapport, même s'ils font croire que les résultats ont été concluants, mais en réalité, et sur le terrain, et quand vous regardez le rapport du premier plan, vous verrez des failles dedans. Le deuxième plan, la même chose. Et c'est sûr que le troisième plan aussi, le résultat ne serait pas atteint. Mais là, partout, et si je prends l'exemple sur le ministère des Travaux publics, en 2017, le ministère des Travaux publics a établi 41 projets où des partenaires techniques et financiers ont accepté et qu'ils vont financer à la majeure partie de ces projets-là. Mais vous voyez, si je prends un exemple, comme on a Koya Koussa, Koya Daboula, dont le projet va finir certainement. Bon, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le projet en 2023. Mais même les 10% des travaux n'ont pas été exécutés et nous sommes à la rentrée même de 2021. Je m'excuse, de 2022. Maintenant, en tant qu'un politicien averti et un économiste aguerri, et comment vous expliquez le comportement des partenaires techniques et financiers face au non-respect de leur engagement par rapport au financement des différents projets qui va dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Je vous remercie. Vous savez, pourquoi on n'a pas, pour répondre à ce que, pas une réponse, mais à rajouter à la réflexion de Kaba, on a eu en 2012 l'atteinte du point d'achèvement, l'annulation des 2 milliards de dollars. Mais c'est l'effacement de cette dette. Mais il était dit, on efface 2 milliards, vous ne remboursez plus aux créanciers, mais vous faites une collecte de ressources pour utiliser ces ressources à hauteur de ces 2 milliards pour répondre aux besoins de la population, pour la réduction de la pauvreté, pour aller dans le sens de la demande sociale, etc. etc. Mais si vous n'avez pas la capacité de générer des recettes pour pouvoir le faire, à quoi cela a servi? Ça n'a pas servi l'objectif qui était recherché. C'est vrai, peut-être que certains en ont profité pour se dire, puisqu'on ne peut pas ça, on va essayer le peu qu'il y a, on détourne, on met ça ailleurs. Fondamentalement, 2012 aurait été une année vraiment de départ pour faire comme ce que la Côte d'Ivoire a pu faire. Parce que la Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Alassane Ouattara, la fin de la guerre, c'est 2011. 2012, ils sont venus au pouvoir, mais immédiatement, vous avez vu le taux de croissance économique de la Côte d'Ivoire est allé jusqu'à 8%, etc. Et ce n'est pas resté seulement une année, c'est pendant toute cette période, ça ne fait que monter. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana sont considérés pour le monde entier les pays qui ont le niveau de croissance le plus élevé dans le monde. Alors que nous autres, si vous n'êtes pas en mesure de collecter suffisamment de ressources internes, vous ne pourrez rien faire. Et vous ne serez pas indépendant. Vous n'aurez pas une économie performante. Et donc, fondamentalement, lorsqu'on dit qu'il faut augmenter le prix du carburant, qu'il faut faire ceci et cela, ça ne réglera pas les problèmes de fond, ça ne fait que rejeter plus tard les difficultés dans l'avenir. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir et se dire comment faire pour qu'il y ait une capacité de collecte de ressources intérieures suffisante pour la Guinée. Et nous,
il faut qu'on y attache une grande importance. Vous ne pouvez pas faire cela si vous ne luttez pas effectivement contre la corruption. Ça, c'est clair. Lorsqu'on dit impôt, lorsque les populations ne voient pas ce que l'impôt peut leur permettre d'avoir, ils ne seront pas incités à payer l'impôt. Et le revenu interne, ce sont les impôts, fondamentalement. Impôts directs, impôts indirects et autres types de ressources. Et un pays qui n'a pas une structure fiscale suffisamment forte, suffisamment de qualité, il va de soi que c'est comme si tout ce qu'on fait dans ce contexte ne peut pas aboutir. D'où la nécessité de faire en sorte que la douane fasse correctement son travail, la Direction nationale des impôts également, et puis élargir, disons, les impôts. Par exemple, la taxe foncière, est-ce qu'elle existe dans ce pays? Mais elle n'est pas payée, elle n'est pas prélevée. Les recettes administratives, par exemple, l'État, j'ai vu que l'État a beaucoup d'immeubles qui sont loués, mais lorsque vous voyez les chiffres du budget national, ce qui rentre, c'est toujours 750 millions. C'est toujours 750 millions. C'est-à-dire c'est la part qui est prélevée sur les salaires des fonctionnaires, c'est toujours ça qui est reconduit. Mais la cité de chemin de fer, certains payants de là, qui passent l'argent, etc. Donc il y a beaucoup de boulots d'étranglement qui prennent d'autres chemins au lieu d'aller dans les caisses de l'État. Ça, c'est une manière pour vous dire, en fait, il n'y a pas d'effort fondamentalement pour changer la donne et que les recettes du pays puissent être là où il faut. Et pour qu'on change, il faut que le pays soit en mesure de développer une capacité de collecter les recettes de manière optimale et de manière sociale. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas indépendant. Mais si tu n'es pas indépendant, tu ne peux pas engager ton projet. Parce que c'est conditionné. Par exemple, lorsqu'on vous dit, on vous donne, vous devez faire telle route, on vous prête 100 millions, c'est un exemple, 100 millions de dollars. Mais avant que la route commence, vous devez emmener votre contribution, qui peut être de 5%. N'est-ce pas, M. Sow? 5% ou 10%. Mais si vous êtes incapable de collecter et d'avoir les 10% qui vous permettraient d'utiliser 100 millions, il va de sorte que le projet va rester comme ça et rien ne va bouger. Hein? Des milliards de la Chine. L'exemple? Des milliards de la Chine. Non, mais je disais, c'est l'exemple des 20 milliards de la Chine. Hein? Le professeur avait négocié un moment en Chine 20 milliards de crédits et débloqué 1 milliard par année. Mais le déblocage de 1 milliard par année n'a pas été possible parce que la Guinée n'a pas été capable d'apporter sa part de contribution à ce milliard. Et c'est ce qui fait le retard des travaux des routes, là, les routes, parce que c'est le voilà. Et je crois qu'on avait dit qu'on allait construire 3 universités, non? Où est-ce que nous en sommes par rapport à la construction d'universités? Zéro. Zéro. Pourtant, il y avait eu quelques travaux qui avaient été entamés. Non. Il y avait zéro Corée. Cancan et la baie. Bon. Donc, c'est pour vous dire que c'est extrêmement important. Si vous avez les moyens de votre politique, c'est que vous avez suffisamment de recettes intérieures. Et si vous n'en avez pas, vous êtes à la merci des financements extérieurs. Ce que Kaba a dit tout à l'heure. Mais maintenant, le problème, les financements extérieurs ont du mal à venir. Parce que les pays qui avaient l'habitude de financer, eux aussi ont des problèmes. Et comme vous ne développez pas une politique attrayante, vous êtes en train d'insulter tout le monde. Vous croyez qu'ils aussi ne vont pas serrer les vis? D'où le fait qu'aujourd'hui, les financements extérieurs sont pratiquement gelés.
parce que parfois on est même incapable de chercher par nous-mêmes, d'être souriant, diplomate, pour attirer les gens, pour donner des coups de main. J'ai vu qu'un pays, que je ne citerai pas, a pu obtenir pratiquement un don de l'Allemagne de 300 millions d'euros pour l'installation des panneaux solaires dans les villages. Et ça, 300 millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. Donc c'est pour vous dire que très souvent, on a du mal à même aller dans le sens de ce qui pourrait nous être utile par le même. Donc les financements extérieurs sont plus ou moins gérés. Et dans le contexte général aujourd'hui, il y a eu la réunion de Paris du mois de mai qui avait dit, pour aider l'Afrique après Covid à se relancer, il faut trouver des ressources qui ne soient pas des dettes, parce que si vous augmentez les dettes, vous allez asphyxier les pays. Et un pays comme l'Angola est complètement à terre aujourd'hui parce qu'ils sont endettés auprès de la Chine pour faire beaucoup de choses et ils sont pris à la gorge et ça n'a pas été bien négocié. Donc pratiquement même le pétrole qu'ils sont en train d'obtenir, c'est pour payer des dettes et parfois ça ne reste plus rien. Donc il faut faire attention avec les dettes parce que parfois ça peut sacrifier l'avenir pour très longtemps. Donc le mécanisme qui est en train d'être mis en place par le groupe des G7 et avec la réunion Afrique et certains le FMI, France, Allemagne et autres, c'est d'utiliser le droit de tirage spéciaux du Fonds monétaire pour que, puisque chaque pays a des droits de tirage, l'Afrique, en utilisant seulement ce qui lui revient, dans le cadre de ce qui est planifié, peut avoir 33 milliards de dollars. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, l'idée, c'est de dire aux pays qui n'ont pas besoin de leurs droits de tirage spéciaux, d'allouer cela au continent africain pour au moins avoir l'équivalent de 100 milliards de dollars pour nous permettre d'engager une espèce de plan Marshall pour l'Afrique. Voilà à peu près pour ceux qui s'intéressent à ces questions, le mécanisme qui est en train d'être fait. Mais fondamentalement, en ce qui nous concerne, l'un des problèmes les plus sérieux que nous avons, qui n'est pas de la politique politicienne, c'est que les insuffisances de mobilisation des recettes intérieures est une catastrophe. Et ça n'a jamais fait l'objet d'une volonté ferme de tous les pouvoirs depuis l'indépendance pour changer cela. Et ça, nous sommes en train de traîner avec et de jouer en faisant là où on doit pratiquement amputer la jambe avant qu'elle ne pourrisse, on est en train de mettre du mercurochrome. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, voilà, là vous avez évoqué la croissance démographique et la croissance économique. Qu'est-ce qu'il faut, puisque vous avez fait l'écho à un président que je ne citerai pas le nom, vous avez dit par rapport à l'Afrique, c'est-à-dire en ce qui concerne la croissance démographique. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la vitesse? C'est avec quelle vitesse il faut récompenser, disons, la croissance démographique chez nous en Afrique? Voilà, la question. Oui. Répète, j'étais distrait par la question de notre ami sur Facebook, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Par rapport au un président qui avait dit que l'Afrique doit baisser son taux de croissance démographique. Maintenant, c'est à quelle vitesse On bloque notre Je vais prendre la question. Croissance démographique. C'est-à-dire avec quelle vitesse démographique, pour la croissance économique, il faut suivre. Bloc.
Bien, je vois à peu près. Équilibré Ouais. avec la croissance démographique. Vous savez, par exemple, l'exemple le plus illustratif de votre question, c'est la Chine. La Chine, de manière arbitraire, a indiqué que vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 2 enfants. C'est arbitraire. Si vous n'avez pas le droit, pour avoir un taux de développement démographique qu'il contrôle. Parce qu'avec 2 enfants, c'est pour permettre le renouvellement des générations, mais ce n'est pas l'accroissement. Est-ce que tu vois? Parce que cela veut dire que si l'accroissement démographique va à une telle allure, il faut que l'économie puisse suivre cela, avec une création de richesse beaucoup plus forte pour toujours satisfaire cette demande démographique qui ne fait que se développer. Bien. Ils ont fait tellement ça que récemment, actuellement, ils disent maintenant on va lâcher du lest, puisque sinon la population va vieillir. Elle vieillit. Et donc ils ont abandonné la limitation de 2 enfants. Vous pouvez avoir maintenant 3. Donc c'est pour dire que ce n'est pas si mécanique, mais c'est dans les pays qui contrôlent cela, c'est un moyen d'ajustement pour permettre que l'économie soit en mesure de satisfaire les besoins de la population. Maintenant, si vous avez une explosion du développement démographique, comme la nature est telle, cela veut dire que ça va vous obliger à travailler plus. Oui ou non? Là où la population est forte, les gens se donnent parfois les moyens de créer des richesses pour satisfaire les besoins en nourriture de leurs enfants. Mais ce n'est pas aussi mécanique, parce que la pauvreté, prenez un pays comme l'Inde, vous avez des îlots de développement qui sont comparables avec des environnements européens ou américains, mais vous avez aussi des espaces ou des environnements où la pauvreté est très grande. Donc le cas, lorsque le président Macron était allé, je crois, c'était au Niger, parce que le Niger doit avoir quelque chose, si ma mémoire est bonne, à peu près 20 millions d'habitants. Le taux de reproduction par femme est de 7 en moyenne. Si ça continue à la fin du siècle, le Niger aura 60 millions d'habitants, ou même plus. Et ce seront des pays qui vont peser lourdement dans un environnement qui est tout à fait très difficile, comme vous le connaissez. Et le problème, je ne dis pas que je suis d'accord avec cette thèse, mais de toutes les façons, il faut rattraper le retard et développer l'économie pour être en mesure de satisfaire les besoins de la population. Les ajustements pourront se faire au fur et à mesure que les mentalités se développent, et plus les gens ont des revenus et moins ils font des enfants. Donc là aussi c'est quelque chose de très important. Ça ne doit pas être un développement exponentiel. Arrivé à un certain moment, il y aura un tassement pour le plan de l'éducation. Bien. Bien. Ils disent que le temps qui nous est imparti est fini, mais c'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, on va le faire systématiquement. On va investir dans la formation en dehors de nos activités politiques courantes. Parce qu'il faut qu'on change ce pays. Et changer ce pays, ce n'est pas faire des discours, c'est de préparer les hommes et les femmes en mesure de comprendre ce qu'il faut faire demain pour que cela puisse changer. Il faut, dans nos têtes, que nous sachions qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Et lorsqu'on sait ce qu'il y a à faire, on se donnera les moyens de faire ce que
ce que le pays exigera comme effort et comme tâche. En tout cas, je suis très satisfait. Ken Abdul. Donc, il est venu d'Allemagne, c'est un de nos responsables qui est en Allemagne. Il se cache derrière pour ne pas se faire voir. Willkommen. Tu ne parles pas allemand ou tu es, comment on appelle ça? Je te donne la parole, c'est toi qui vas clôturer. Come here. C'est bien, bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Mon nom c'est Ba Abdou. Je vis en Allemagne. Et j'ai toujours été inspiré par M. Bahouri. Je ne suis pas parmi les responsables du parti pour le moment, mais je suis un grand supporter à M. Bahouri. J'ai soutenu Bahouri lorsqu'il était à l'IFDG. Et après qu'il y ait eu des problèmes entre lui et les responsables de l'IFDG, j'ai toujours cru en lui. Et finalement, c'est lui que j'ai choisi et c'est lui que je continuerai à supporter. Je pense que M. Bahouri, il est mal compris en Guinée. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je le soutiens. Je ne peux pas accepter que Bahouri soit le fondateur d'un grand parti comme l'IFDG, qu'il soit victime de dénigrement, de diffamation et même de violences verbales et physiques, et que je croise mes bras en tant que citoyen libre et indépendant. J'ai choisi de le défendre et je continuerai aussi à le défendre. Je vais vous dire une chose, ceux qui ont cru à Bahouri, tôt ou tard, je vous dis, nous allons gagner. Moi, je suis sûr et certain, nous allons gagner. Et il y a plusieurs manières de gagner. On ne fait pas la politique uniquement pour être sur le fauteuil présidentiel. C'est ce que beaucoup de politiciens ne comprennent pas. On ne fait pas uniquement la politique pour être sur le fauteuil présidentiel. Et il faut qu'on soit un peu malin, soyons intelligents maintenant. Dans ce qui se passe dans le pays, il y a des gens qui n'occupent pas le fauteuil présidentiel, mais c'est comme si c'est eux qui dirigent le pays. Ils occupent les postes les plus importants dans le gouvernement, dans l'administration. Donc dans le futur, c'est ce que nous aussi nous allons faire. Il ne faut pas qu'on se radicalise. On doit avoir l'esprit d'ouverture. On doit s'ouvrir aux autres. Il ne sert à rien de se radicaliser en Guinée. Une seule ethnie ne peut pas gagner le pouvoir en Guinée. Une seule communauté ne peut pas gagner le pouvoir en Guinée. Une seule région ne peut pas donner le pouvoir à un leader politique. Donc, je ne veux pas m'atteler trop, je ne veux pas... Ce que j'ai à dire, c'est beaucoup. Je ne veux pas prendre beaucoup votre temps parce que je suis venu un peu en retard. Tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer à soutenir notre leader. Et moi, franchement, je sais que tôt ou tard, nous n'allons pas regretter de l'avoir soutenu. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand frère d'Ambobo. Merci beaucoup. Et tu as le salut de nos amis d'Allemagne. Chers militants, je crois que le thème que le président a abordé aujourd'hui est d'une extrême importance. Par rapport à cela, je suggère que le président accepte d'appeler la presse nationale et internationale pour que la Guinée soit suffisamment informée par rapport au diagnostic que le médecin vient de poser par rapport à la grave malade qu'on a. Parce que le président, comme un médecin, a posé le diagnostic. La malade qu'on a, on sait à peu près de quoi elle souffre.
Maintenant, il va falloir qu'ils prescrivent l'ordonnance. Quand il y a une maladie comme ça, quelle est l'ordonnance qu'il faut? Je pense que quand on va appeler la presse, l'opinion guinéenne va être suffisamment informée. Je disais dans la presse que le président nous a dit qu'on va souffrir les jours à venir, les mois à venir. Mais moi, je n'avais pas compris parce qu'on ne m'a pas dit qu'est-ce qui fait qu'on va souffrir. Et voilà que le président, en un laps de temps, a décrit la situation pour qu'on va souffrir. Parce que quand vous dépensez plus que vous gagnez, il n'y a rien à faire, il y a une souffrance éternelle. Moi, c'est 100 000 francs par jour, par mois. Si je dois dépenser 200 000, il n'y a rien à faire, c'est que je vais m'endetter éternellement et même mes enfants vont payer. C'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, à votre nom, je voudrais très sincèrement le remercier parce qu'on a eu des informations très claires, très précises, et je pense que tout le monde a compris un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la prochaine fois, nous allons encore aborder le thème par rapport à notre développement personnel. Merci beaucoup. Voilà, M. Baori, bonjour et bonsoir. Je suis Kamara Mohamed Salou, journaliste. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Votre prestation a été très bien. Je voudrais avoir deux questions, seulement deux questions. La première, on a l'impression depuis 1990, selon les institutions de Bretton Woods, les institutions qui financent les micro-États en Afrique, souvent donnent des orientations, imposent souvent des orientations à ces États. Par exemple, la Banque mondiale, quand elle veut donner de l'argent à un État africain ou à un État pauvre, stipule ceci. Vous n'allez pas acheter des armes avec ça. Souvent, des orientations sont accompagnées de dettes. Donc, on aimerait savoir la première question. Quel regard portez-vous sur cet état de fait? Ça, c'est la première. La deuxième question. La Guinée, avec toutes ses ressources qu'elle dispose, quel système économique faut-il pour elle? Je vous remercie. Bien. Bon. Par rapport à ce que Martin Loa a dit, et votre dernière question rejoigne pratiquement la problématique. Que faut-il pour la Guinée? Ça nécessite, dans une certaine mesure, une réflexion collective extrêmement importante. Vous savez, ils ont mis en place, ou ce n'est pas encore mis en place, le cadre politique, le cadre permanent, le cadre de dialogue politique et social. En principe, c'est au niveau de l'aspect social qu'on devrait approfondir pourquoi on a des problèmes et de manière collective rechercher des voies et moyens d'engranger des nouvelles capacités permettant de satisfaire la demande sociale. Que ce soit quelque chose qui soit pris en compte par l'ensemble de la collectivité nationale. C'est en ce sens que le dialogue pourrait être intéressant au point de vue social, parce que les gens ont faim, les gens demandent beaucoup de choses. Mais comment faire pour élargir la capacité de collecte en ressources de ce pays? Il faut un effort national. Il faut qu'il y ait de la rigueur à tous les niveaux. Il faut que l'administration soit profondément réformée. Et donc, cela nécessite un engagement collectif par rapport à cette chose. Des pays comme le Japon, à un moment donné, ils ont dit non, il faut qu'on soit aussi moderne que les pays occidentaux. C'est l'ère Meiji, 1869, etc. Et ils se sont dit, on va copier ce qui marche chez les autres. Ils se sont donné les moyens de cela. Au bout d'une vingtaine d'années, trentaine d'années, le Japon était devenu une puissance au niveau du Pacifique. La Chine, avec Deng Xiaoping, 1980, dans les années 1980, la Chine était aussi sous-développée que les pays africains. Avec leur politique de carte modernisation, ils se sont dit, on va les rattraper. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique mondiale qui entend même être la première puissance économique mondiale en l'espace de combien d'années? Pratiquement d'une quarantaine d'années. 30-40.
Oui, oui, fondamentalement. Donc, il y a une volonté politique ferme et une vision qui doit permettre de mobiliser l'ensemble de l'effort national pour l'atteinte de ces objectifs. C'est comme ça qu'on va se tirer d'affaires. Que ce ne soit pas des gens qui viennent pour se remplir les poches et puis considérer les autres comme étant simplement des bœufs, je ne sais pas quoi. Bref, la vision, l'effort, la détermination et aussi la loyauté vis-à-vis de son pays et de son peuple. La première question, c'est par rapport aux orientations, ce que les institutions imposent. Non, vous savez, je vais vous dire, la plupart du temps, il y a certains gouvernements, ils ne vont pas chercher de l'argent pour régler les problèmes de la population. Ils cherchent simplement les moyens d'avoir de l'argent et après ils les détournent. Donc, par rapport à cela, il faut être exigeant pour ne pas accroître, dans une certaine mesure, le cercle vicieux de l'endettement et qui ne produit absolument rien du tout. Dans les années 1990, il y avait une réunion au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire pour dire à tous les États, et la réunion c'était à Libreville, à tous les pays africains, faites vous-même vos programmes. Développez les capacités de réflexion et d'analyse de votre élite nationale pour proposer des programmes pour que, à partir de ce moment-là, nous soyons en mesure d'avoir des interlocuteurs qui puissent faire avancer les choses. Est-ce que vous voyez? Mais fondamentalement, si tu ne mobilises pas ton élite nationale, vous n'exploitez pas les compétences, il va de soi que vous n'aurez pas les moyens d'avoir des projets susceptibles d'aller dans le sens des intérêts des populations. Les pays qui le font ont avancé. Un pays comme le Rwanda, les Rwandais, c'est eux qui fixent leurs priorités. Un pays comme le Ghana, c'est fortement tiré d'affaire en ayant des objectifs précis, en se disant voilà ce dont nous avons besoin. Mais dans d'autres pays, ils veulent simplement que l'argent vienne et que ça soit détourné pour faire autre chose. Donc, de ce point de vue, quelqu'un qui te prête de l'argent, il est tout à fait normal qu'il ait ses conditionnalités. Si tu ne veux pas ça, développe tes capacités de mobilisation des ressources intérieures pour être autonome. Et à partir de ce moment-là, tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise « je te donne ça, mais à condition, etc. etc. » Merci. Ouais. Bonsoir, moi, je procède à une présentation simplement. Je m'appelle M. Kasouba Karamon Sissi. J'avais été candidat à l'uninominal de Lyon pendant les élections législatives de 2020 par la volonté du gouvernement. Je n'ai pas été à l'Assemblée nationale. Donc, je viens de prendre des contacts. Et là, Baoulou, c'est quelqu'un que j'en suis. Je l'ai suivi et depuis très fort longtemps, je suis en train de le suivre. C'est un homme, l'honorable. Il a du potentiel et il mérite le soutien de la jeunesse. Je parle de la jeunesse avant d'en arriver aux autres parce qu'il incarne une valeur et cette valeur c'est pour la jeunesse du monde. Je vous remercie. C'est de Yoko. Ok, on va essayer d'abréger parce que sinon il y a certaines dames et certains messieurs qui veulent rentrer. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Amadou Malazane, je suis membre de l'IDRC et des responsables. Ok, cela, moi j'ai un souci. Le souci, c'est voir que j'ai constaté dans notre pays. Je vois par exemple le président actuel de notre pays. Avant qu'il arrive au pouvoir, il a dit par exemple que le problème a un problème de système. Donc le système, ça veut dire des hommes, une certaine équipe qui s'est constituée au sein de l'administration guinéenne, qui a continué à œuvrer de façon vraiment forfaitaire et qui ne va pas aussi dans le sens de l'intérêt du peuple de Guinée. Aujourd'hui, comme étonnement, on voit que les mêmes personnes aujourd'hui qui dirigent le pays. Quelle est la force que détient l'IDRG? Si toutefois il arrive au pouvoir de contrer ces personnes qui sont montrées immorables vis-à-vis du peuple de Guinée, qui n'est pas si compris dans la même erreur
peut se retrouver là, au président. Je vous remercie. Bien, avec votre permission, pour ne pas faire patienter les dames, voilà, on répondra à ta question le samedi 3 juillet. On va continuer parce qu'on a des objectifs en ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire. Ça n'a rien à voir avec les réunions assemblée générale, ça ne change pas. Mais cette activité, on va la structurer, elle continuera. Et d'ici là, nos techniciens vont faire en sorte que les imperfections d'aujourd'hui soient améliorées. En tout cas, comme a dit Martin, on clôture aujourd'hui et on remercie tous et toutes celles qui se sont déplacées. Merci beaucoup. À très bientôt.